Un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up. Près d'une personne sur 100 dans le monde serait touchée par l'autisme, une maladie qui affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire, mais aussi le fonctionnement biologique de l'enfant. Comment faire face à un enfant autiste? Sa petite vie d'enfant de 5 ans, Isaiah la passe entre son école et la maison. Une vie d'enfant ordinaire, malgré son état autiste déniché un peu plus tôt grâce à l'instinct maternel de sa mère. Oui, Isaiah a eu un développement tout à fait normal et classique. Il était même un petit peu précoce jusqu'à l'âge de 15 mois. Il parlait, il jouait avec ses frères et sœurs sans problème. Et à partir de entre 15 et 18 mois, on a constaté, mon mari et moi, une régression. Ça veut dire qu'il a arrêté de parler, il a arrêté de jouer avec ses frères et sœurs. Il ne nous appelait plus, il ne disait plus papa, il ne disait plus maman. Et donc on s'est inquiété à ce moment-là. La confirmation de l'état de santé d'Isaiah atteint d'une déficience neurologique demeure un moment inoubliable pour ses parents. De par la documentation que j'avais, je savais déjà que c'était l'autisme. Et à la fois, oui, on est choqué parce que on a l'impression que tout l'avenir de l'enfant s'écroule. Et notre propre avenir aussi. Parce qu'il faut, disons-le clairement, quand on a un enfant avec autisme, il faut savoir que c'est un enfant qui reste dépendant. C'est quelqu'un qui reste dépendant pendant assez longtemps. On essaie de l'offrir le plus d'autonomie possible, mais ce sont des personnes qui restent quand même dépendantes toute leur vie. L'autisme, un handicap peu et mal connu du grand nombre du public, dégage de signes de solitude, des troubles comportementaux, l'inadaptation dans la communication et des troubles de langage. Des caractères spécifiques de l'autisme que Lily entend combattre grâce à un encadrement qu'elle veut global et globalisant. Pour y arriver, elle a fait appel à une assistance d'un éducateur spécialisé dans l'éducation des autistes. J'interviens à l'école 3 fois et puis 2 fois à la maison. À la maison, on se focalise beaucoup plus sur les activités d'autonomie. Par exemple, c'est brosser les dents, c'est faire pipi, caca, tout ça. On utilise beaucoup plus les pictogrammes, c'est-à-dire vous montrez l'image et puis vous dites que non, on va passer par l'acte. Mais en dehors de ça, on travaille quand même les activités cognitives. Dans l'ensemble, pour le moment, sur le plan cognitif, c'est-à-dire l'acquisition des connaissances, je suis au niveau de la reconnaissance des chiffres, on est presque à 25. Oui, une tasse. Des efforts qui durent déjà 2 ans et qui visiblement produisent des résultats. Une expérience que Lily aimerait pérenniser durant toute son existence. Et au début, c'est vrai que j'avais tendance à le comparer avec ses frères et sœurs. Et je trouvais que c'était lent. Mais j'ai appris j'ai changé mon regard. Vous savez, quand vous avez... avec l'autisme, on a des petites victoires qui sont petites à nos yeux, mais qui sont des exploits en fait. Pour beaucoup de ces enfants. Et donc, j'essaye de l'encourager et je vois des progrès évidents. Comme vous avez pu voir comment il apprend la lecture. Il y a 1 an, moi je n'aurais pas pu m'imaginer que mon fils apprendrait à lire. Briser les tabous face à un sujet que beaucoup n'osent pas aborder, les enfants autistes sont souvent victimes de discrimination et de stigmatisation, pour la plupart métaphysiques. Malgré tout, Lily espère un jour obtenir gain de cause et invite ses pairs à l'acceptation. Je reçois sur ce plateau le professeur Joachim Moukaou, professeur à l'Université pédagogique nationale et psychopathologue. Bienvenue dans Check-up, professeur. Merci beaucoup, madame la journaliste. Professeur, avec vous, on va parler de l'autisme, cette maladie neurologique qui touche l'enfant déjà, qui affecte son système immunitaire et qui détruit même sa vie en tant que lorsque l'enfant grandit. Docteur, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce problème de santé dans les caractéristiques sont inquiétantes? Oui, merci beaucoup pour la question. Une précision, l'autisme n'est pas une maladie, mais l'autisme est par contre un trouble du développement. Et actuellement, nous parlons du trouble du spectre de l'autisme, du fait que ça fait très, très longtemps que cette pathologie a été dissociée, n'est-ce pas, de la maladie. Donc dans le temps, l'autisme était considéré comme étant une maladie mentale, ce qui fait que les personnes qui recevaient les diagnostics d'autisme recevaient les diagnostics plutôt d'une psychose infantile
ou encore mieux, d'une schizophrénie infantile, du fait, n'est-ce pas, de la plausibilité de caractéristiques d'isolement. Mais au fur et à mesure, on a fignolé, n'est-ce pas, les critères de diagnostic, finalement, on se rend bien compte que l'autisme n'est pas une maladie mentale et que les personnes ne pouvaient plus recevoir le diagnostic d'une psychiatrie, oui. Donc au niveau, comment on appelle le diagnostic d'une maladie mentale sous forme de schizophrénie infantile, mais les gens ont reçu le diagnostic de troubles graves du développement. Ça a commencé par là, troubles graves du développement, et sur le plan de l'évolution des pratiques et de la recherche, on est parti de troubles graves du développement jusqu'à parler de troubles envahissants du développement. Et c'est à ce niveau où, lorsqu'on parlait de troubles envahissants du développement, qu'on a compris que ça consistait l'ensemble de 5 pathologies. Avant que vous ne puissiez nous parler de ces 5 pathologies, docteur, oui. J'aimerais un peu, professeur, j'aimerais dire, on parle de troubles du spectre de l'autisme, on parle de troubles envahissant le développement. Est-ce qu'on peut essayer de savoir la différence entre les deux termes? Oui, ok. Le trouble du spectre de l'autisme et trouble envahissant du développement, trouble du développement, quelle différence? Nous partons de la grande catégorie que nous appelons troubles du développement de l'enfant. Les troubles du développement de l'enfant sont des troubles qui sont habituellement diagnostiqués pendant la première enfance, la deuxième enfance et pendant l'adolescence. Et dans cette grande catégorie de troubles du développement, il y a 10 troubles, parmi lesquels se trouvent les troubles envahissants du développement, et actuellement nous parlons des troubles du spectre de l'autisme. Mais au niveau de l'évolution, on est parti de ce trouble du développement de l'enfant. Nous isolons une catégorie parmi ces troubles, n'est-ce pas, les troubles envahissants du développement. Dans ces troubles envahissants du développement, il y a 5 sous-types. Le premier sous-type, c'est le trouble autistique. Deuxième sous-type, c'est le syndrome d'Asperger. Troisième sous-type, c'est le trouble du développement non spécifié. Il y a encore le syndrome de Rett, et puis le trouble de l'enfance, le trouble désintégratif de l'enfance. Il y en a 5. Mais parmi les 5 catégories, le trouble le plus envahissant, c'est l'autisme. L'autisme, c'est d'ailleurs le sujet de notre magazine de ce jour. Est-ce qu'on peut savoir comment cela s'exprime chez un enfant, par exemple? Chez un enfant, si vous voulez comprendre que l'enfant a de l'autisme, il y a 3 domaines du développement autour desquels les parents, les professionnels doivent être vigilants. Le premier domaine du développement qui est perturbé, c'est le domaine de la communication. Vous remarquerez, dans la communication, il y a tellement beaucoup de variances. Vous remarquerez par exemple qu'il y a des enfants qui, au niveau de 4 mois, 5 mois d'âge, 6 mois d'âge, les enfants babillent. Ba, 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 ba. Et lorsque l'enfant babille, pour certains, nous posons la question, les parents disent, oui, l'enfant babillé. Le babillage, nous appelons ça c'est une étape du pré-langage. Vous posez la question lorsque vous recevez. Lorsque nous recevons. Et les parents à l'hôpital. Oui, mais les parents ou dans vos institutions même. Oui, lorsque les parents viennent en consultation. Mais évidemment, une mère constatera, n'est-ce pas, que lorsque son enfant vient de téter, l'enfant est un peu au repos, l'enfant babille. Ba, 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 là, nous disons c'est le babillage, l'âge l'allation, et ainsi de suite. Ce babillage va se transformer au fur et à mesure à une syllabe significative qui, à son tour, va donner la place à un mot significatif. Vous remarquerez que l'enfant qui quitte bababa va plus tard dire maman ou papa. Va dire papa. Et là, les parents sont contents, l'enfant parle, n'est-ce pas? Et ça, c'est une étape très très importante. Et lorsque nous parlons de l'autisme, nous parlons des troubles de la communication. On remarque que pour certains enfants, ça n'arrive pas. Soit l'enfant babillé, l'enfant a même aussi acquis les premiers mots avant 12 mois, mais à un certain moment, vers 24 mois, 18 mois, tout s'efface, ou bien il y a stagnation, n'est-ce pas? L'enfant est fixé seulement avec les mots qu'il avait acquis, ou bien tout s'efface, les parents diront, mais cet enfant commençait à demander du pain, de l'eau, mais il ne dit plus rien. L'enfant commençait même à chanter, mais il ne dit plus rien. Soit ça s'efface, ou bien l'enfant est là.
Alors, pour d'autres enfants, ils développent quelques rudiments de mots-phrases, au lieu de dire de l'eau, donne-moi des mots-phrases, et puis rien de plus. Voyez, certains autres enfants peuvent aller jusqu'à élaborer une phrase simple, mais incapables de pouvoir soutenir une conversation. Donc là, ce sont les signes, c'est de cette manière-là que ce problème peut être remarqué dans une famille, chez un enfant. Mais professeur, dites-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire que la génétique est un facteur qui peut être à la base de ce trouble chez un enfant? Ben, nous, sur le plan de la recherche, on remarque que dans une famille où il y a un enfant avec autisme, il y a un petit pourcentage encore pour que les parents puissent encore en avoir. Eh bien, les recherches ont encore prouvé que dans une famille où il y a un enfant qui est jumeau, n'est-ce pas, dans une grossesse jumellaire, donc lorsqu'il y a un bébé qui a de l'autisme, il y a plus de chances que l'autre aussi puisse manifester des comportements autistiques. Vous voyez déjà, c'est comme ça qu'on soutient l'hypothèse génétique qui actuellement à plus de 70% de cas. Mais les 30% pourraient être attribués Les 30% pourront être attribués, n'est-ce pas, aux étiologies environnementales. Aux étiologies environnementales, aux étiologies également psychologiques, notamment le stress chez la mère pendant la grossesse, n'est-ce pas, pendant la période fœtale, et donc pendant le premier trimestre. Il y a aussi d'autres facteurs, notamment des facteurs qui sont liés. Il y a des recherches qui pensent aussi que, donc au vaccin RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon, n'est-ce pas? Ce sont des vaccins que les enfants reçoivent parmi les vaccins de routine. Pourquoi seulement certains enfants pourraient être victimes et pas d'autres? Oui, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, je pense que c'était en 2006, il y a certaines recherches qui ont été menées comparative, n'est-ce pas, à un groupe d'enfants de plus de 2000 enfants qui avaient reçu le vaccin et d'autres qui n'avaient pas reçu. On avait contredit cette donnée-là. Mais les immunologues, n'est-ce pas, continuent à penser que il y a un groupe d'enfants qui présente de l'autisme et dont l'origine serait le vaccin RRO. Certaines personnes pensent également que ça serait lié à l'occultisme ou même à la sorcellerie. Qu'est-ce que vous pourriez dire, professeur? Écoutez, c'est vraiment une définition qu'il faudra encore refaire sur ce qu'on entend par sorcellerie. Qu'est-ce que finalement la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie n'est pas du fantasme, n'est pas de fabrication? Parce que nous pouvons attribuer, je suis dans ce domaine depuis très très longtemps. Peut-être que je ne vous ai pas dit que l'autisme au Congo est venu avec mes recherches. C'est moi qui ai amené la problématique de la recherche, même de prise en charge de l'autisme. Mais les enfants autistes existaient déjà. Les enfants avec autisme existaient déjà dans ce pays, bien sûr, mais ils ne recevaient pas les diagnostics de l'autisme. Ils recevaient bien sûr les diagnostics, soit de la sorcellerie, que j'appelle diagnostic social. Ils recevaient pour les uns, pour les autres, les diagnostics de la psychose infantile. D'autres recevaient encore les diagnostics de la surdité, du fait de l'indifférence. Et encore le diagnostic de troubles, n'est-ce pas, de déficit d'attention avec hyperactivité ou troubles de caractère. Voyez. Donc, la sorcellerie, est-ce que ce n'est pas une faiblesse qu'on manifeste du fait de ne pas, n'est-ce pas, reconnaître, n'est-ce pas, ou attribuer un diagnostic précis sur un comportement? Nous sommes dans une société africaine et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pratiques que l'on utilise ou même l'on recourt dans nos familles pour beaucoup de raisons. Est-ce que vous pensez vraiment que ça ne serait pas une façon de pouvoir sacrifier également ces enfants? Je suis dans ce domaine, comme je l'ai dit, depuis très longtemps. Je sais, il y a beaucoup d'interprétations culturelles, n'est-ce pas? Les parents viennent avec ça. Ça, nous sommes africains, on ne peut pas s'en dérober, n'est-ce pas? On peut attribuer le fait que l'enfant a des comportements bizarres, l'enfant fait comme ça, n'est-ce pas? On dit que l'enfant téléphone avec l'au-delà, avec le monde d'au-delà, avec le deuxième monde. Mais ce qui est vrai, c'est que si nos enfants africains font comme ça parce que, n'est-ce pas, ils téléphonent avec le deuxième monde, et les enfants qui ont le même comportement typique, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, en Chine, avec le même comportement, ils téléphonent avec qui? Nous attribuons des comportements, une explication à un tel comportement, on dit c'est une explication mystico-religieuse. On attribue ça, c'est normal par rapport à notre culture. Mais ce qui est vrai,
c'est que les enfants avec autisme existent bel et bien dans ce pays et que l'autisme, donc l'étiologie ou les facteurs explicatifs de l'existence de l'autisme ne peuvent pas être attribués, n'est-ce pas, à une seule explication culturelle. Professeur Moukaou, tout à l'heure, vous allez parler des diagnostics. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe exactement en République démocratique du Congo? Oui, le diagnostic dans notre pays se passe de cette manière ici. D'abord, si vous voulez que l'enfant reçoive le diagnostic, c'est d'abord le contact avec nous, avec les spécialistes. Donc, les enfants nous sont référés les uns par le médecin, neuropsychiatres qui ont reçu la formation chez nous, et puis quand vous dites autres. qui ont reçu la formation chez nous, vous êtes qui? Je suis professeur d'université spécialiste de la question des troubles envahissants du développement. Oui, sans pour autant arrêter vos idées. Est-ce que vous avez des centres pour pouvoir former ces neurochirurgiens ou spécialistes qui viennent chez vous? Oui. Donc, nous avons un centre qui s'appelle Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec handicap mental et autisme, CEMA, et qui a 2 localisations à Lemba et à Ngaliema. Et dans ce centre, nous recevons les enfants qui ont de l'autisme, et en fait, qui reçoivent le diagnostic de l'autisme pour leur prise en charge. Nous recevons également des parents, parce que lorsqu'un parent a un enfant avec autisme, le parent est lui-même également désemparé. On reçoit le parent pour un soutien psychologique. Nous organisons également des formations, à l'intention des neurologues, à l'intention de médecins neuropsychiatres, de médecins pédopsychiatres. Et puis des professionnels, notamment des éducateurs, des psychologues, mais également des formations de parents. Nous organisons des formations de parents pour l'accompagnement de ces enfants. Alors, lorsqu'ils reçoivent les enfants ou bien les parents qui emmènent leurs enfants chez eux et ils les réfèrent chez vous dans vos institutions. Pour un bilan, pour une confirmation, afin que nous puissions dire est-ce que l'enfant a de l'autisme ou pas, est-ce que c'est le trouble autistique isolé ou bien associé à une déficience intellectuelle, ou bien c'est du trouble du spectre de l'autisme qui serait associé, n'est-ce pas, à un déficit d'attention avec hyperactivité, ou bien c'est autre chose, autre comportement, un comportement simplement qui est passager, qui n'est pas à classer, n'est-ce pas, ni dans le trouble du spectre de l'autisme, ni dans une déficience intellectuelle ou dans un trouble du comportement quelconque, mais ça peut être un comportement lié, n'est-ce pas, au développement de l'enfant. À partir de quel âge on peut détecter ce problème? L'autisme, le diagnostic de l'autisme est porté après 36 mois. C'est-à-dire quoi? Avant que l'enfant n'atteigne 36 mois ou 3 ans d'âge, il faudrait que le domaine qui est altération du domaine de la communication, du domaine d'interaction sociale, mais aussi lorsqu'on observe l'enfant, qu'on constate que sur le plan des intérêts, de l'imagination, il y a des problèmes. La déficience intellectuelle ne fait pas partie, n'est-ce pas, du diagnostic. Ce qui fait partie du diagnostic de l'autisme, c'est seulement le domaine ou les altérations dans le domaine de la communication, les altérations dans le domaine d'interaction sociale, n'est-ce pas, surtout ça, où actuellement nous parlons de la communication sociale. Ce sont ces domaines-là qui, lorsqu'ils sont déficitaires avant que l'enfant n'atteigne 36 mois, on peut déjà penser ou soupçonner l'autisme, quitte à ce que l'enfant soit soumis aux évaluations du diagnostic afin qu'on puisse confirmer. Docteur, que diriez-vous d'un enfant de moins d'une année, un enfant qui est tout le temps dans les bras de sa maman? Certaines personnes disent que c'est un enfant qui est capricieux, il n'aime personne, il veut toujours rester avec sa mère. Est-ce qu'à partir de cet âge, moins d'une année, on peut pouvoir détecter ce problème? Vous savez, lorsque une maman est en train de téter son enfant, il y a ce que nous appelons une relation dyadique entre la mère et son enfant. Il y a une communication qui se passe, une interaction sociale entre la mère et son enfant. Vous remarquerez que la maman qui est en train de faire téter son enfant peut sourire avec son enfant, interagir avec l'enfant. Il y a des enfants qui sont tellement indifférents. On dit que les femmes sont les premiers médecins de leurs enfants. C'est ça. Donc l'enfant n'interagit pas avec la mère. À un certain moment, il y a ce que nous appelons un sourire social, le sourire fonctionnel. Pas le sourire qui est lié simplement au développement de l'enfant, mais le sourire qui est une réponse sociale. L'enfant sourit parce que la mère a souri. Intéressant. Il y a des enfants qui ne sourient pas. Il y a des enfants qui ne fixent pas
leur égard à la mère. Il y a des enfants qui sont tellement raides, vous voyez là. Donc sur le plan d'interaction sociale, vous savez que la communication se passe lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre. Le regard, c'est une manière de communiquer, vous voyez déjà. Donc il y a déjà vous pouvez déjà vous demander mais comment, pourquoi cet enfant ne regarde pas. Et plus tard, lorsque l'enfant va commencer, n'est-ce pas, à émettre des sons, babillage, n'est-ce pas, et parce que l'enfant babille, continue à babiller dans la mesure où il entend son babillage lui-même. C'est un jeu pour l'enfant qui répète baba baba parce qu'il pense que ça vient de quelque part. Voyez, mais il y a des enfants, il peut babiller une fois et puis c'est tout. Il arrête. Il arrête. C'est déjà un problème. Et si le spécialiste n'a pas une formation en autisme, il peut soupçonner une surdité du fait de l'indifférence de l'enfant. Vous voyez déjà, parce qu'on parle que dans la mesure où on entend parler. Voyez. Donc un petit enfant, un bébé, il y a ce qu'on appelle des marqueurs, des signes d'alarme. La mère doit être vigilante au niveau des interactions précoces qu'elle entretient avec l'enfant. Le sourire, le regard, ce sont des signes. Des signes qui sont très importants pour le développement d'un enfant. Oui. Professeur, dites-nous un peu. On sait que le dépistage précoce est très important pour pouvoir correctement prendre en charge un enfant autiste. Mais dans le cas où dans des familles, ils ont eu à négliger cet aspect-là, ils se disent peut-être c'est l'enfance, il va grandir et se développer normalement. Qu'est-ce qui arrive? Mais je constate ça beaucoup dans mes consultations, notamment lorsque dans le cas des primipares, c'est-à-dire que des jeunes couples, c'est la première fois d'avoir un enfant, il y a plusieurs interprétations. Ou bien, parce que papa avait parlé en retard, alors mon enfant parlera aussi en retard. Alors qu'il n'en est pas question. Vous voyez déjà. Il y a aussi de fait, on dit, non, on néglige, non, il va marcher. Ça va passer, il va marcher. Non, il va parler. Mais il faut bien comprendre que nous sommes devant des humains et il y a ce qu'on appelle les tableaux descriptifs du développement humain. Nous passons tous dans ce tableau. Bien sûr, on peut développer certaines compétences dans la tranche d'âge. On peut aussi développer certaines compétences précocement, c'est-à-dire que quelques mois avant. On peut aussi développer ça un peu tardivement. Ça, ce sont des clés. Okay? Mais lorsque ce retard est tellement important, ça doit inquiéter. Même ce retard qui entre dans la fourchette du développement, ça doit également inquiéter. Voyez? Donc le dépistage précoce est d'une importance capitale. C'est à ce moment où dans mes conférences, j'ai toujours interpellé les mères, notamment les mères, d'être vigilantes dans chaque étape du développement de l'enfant. Voyez, est-ce que l'enfant parle? Est-ce que l'enfant sourit? Est-ce que l'enfant provoque quand même des jeux? Est-ce que l'enfant fixe son regard sur la mère? Est-ce que l'enfant accepte facilement de regarder les autres? Vous êtes à la maison, est-ce que l'enfant s'intéresse-t-il aux jouets qui sont à la maison? À la maison. Voyez, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intérêt restreint. Et les enfants avec autisme ont des difficultés importantes au niveau des changements. Il est accro à un objet, il est accro, prenons, à la lumière, au ventilateur, il ne change pas. Or, alors qu'un enfant supposé normal, lorsqu'il est à la maison, il y a ce que nous appelons la labilité affective. La labilité affective, c'est la capacité qu'a un enfant de pouvoir se mouvoir dans les jeux. Il joue ici, après il peut changer. Après il peut changer. Il peut initier les jeux dans le groupe d'amis. Mais les enfants avec autisme, la majorité n'ont pas cette capacité à pouvoir imaginer un jeu pour essayer de ramener les autres vers son jeu. Pour détecter précocement, est-ce qu'on peut guérir de l'autisme? Non. Je ne dirais pas... Bon, d'abord, lorsqu'on détecte précocement, l'avantage... La prise en charge est meilleure. Quel est l'avantage? C'est la prise en charge. À ce moment-là, on diminue, n'est-ce pas, l'amplification des troubles. Okay? Si la prise en charge est précoce, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de cas des familles ou des enfants qui ont reçu le diagnostic précoce dont les troubles ont été, n'est-ce pas, diminués. L'amplification des troubles a été diminuée. Mais lorsque le diagnostic ou le dépistage est tardif, alors que beaucoup de comportements se sont déjà installés, ça devient également un peu difficile. Mais quand à parler de la guérison de l'autisme,
d'abord guérison, je ne dirais pas guérison, mais amélioration des conditions de vie. On améliore, n'est-ce pas, l'amplification des troubles. L'enfant qui parlait pas, on peut l'aider à ce que nous appelons ça une communication alternative. On peut aider l'enfant à utiliser, n'est-ce pas, une manière de communiquer. On peut aussi aider l'enfant à développer son langage au fur et à mesure. Nous avons l'exemple d'un enfant qui est arrivé chez nous, n'est-ce pas, à 12 mois d'âge, qui ne marchait pas très bien, qui ne parlait pas. Eh bien, c'était vraiment par terre. Mais cet enfant, après 5 ans de prise en charge, l'enfant est aujourd'hui intégré dans l'enseignement ordinaire. Après 5 ans de prise en charge, on doit dire que cette prise en charge dure toute une vie. La prise en charge n'est pas une prise en charge médicale. Elle n'est pas médicalisée pour dire que l'autisme est guéri avec des comprimés, des comprimés. Des piqûres. C'est une prise en charge médico-psycho-éducative. Mais quelle est la place du médicament? Voilà. Quelle est la place du médicament dans la prise en charge de l'autisme? On ne peut prescrire un médicament que dans la comorbidité, lorsqu'il y a des troubles associés. Parce que l'autisme est généralement associé par beaucoup de pathologies, n'est-ce pas, médicales. Je cite le cas de l'épilepsie. Au moins plus de 30% d'enfants avec autisme ont comme trouble associé l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie neurologique. Et le traitement ne peut pas être un traitement psychoéducatif, c'est un traitement médical. Oui. Il y a des enfants avec autisme qui ont d'autres pathologies, et notamment le trouble du sommeil. Il faudrait bien que le médecin vienne pour donner un médicament. Et là, ça devient une dépendance. Voilà. Est-ce que les enfants autistes sont moins intelligents que les autres? Non, non, non. D'ailleurs, dans le temps, on pensait qu'il y avait dans la population d'enfants autistes, des enfants avec autisme, une précision. Je n'aime pas parler des enfants autistes. Ils ne sont pas autistes, mais ce sont des enfants qui ont de l'autisme. Ou qui présentent de l'autisme. Parce qu'avant tout, ce sont des personnes, mais qui présentent de l'autisme. Parlons de la déficience intellectuelle. On dit les enfants avec autisme ne sont pas intelligents. Non. Dans le temps, on pensait que sur une population de 100 enfants, il y avait au moins 25% qui étaient d'intelligence normale et il y avait 20 à 25% qui étaient d'intelligence normale et les autres avaient une déficience intellectuelle, mais avec les diagnostics additionnels. Mais actuellement, avec n'est-ce pas, l'évolution de la recherche et des pratiques, on constate que on trouve au moins 50% à 55% sur 100% d'enfants, mais 50 à 55% avec intelligence normale. Donc on doit comprendre qu'ils ne sont pas moins intelligents que les autres. Non, il y a même des enfants, dans la catégorie des troubles du spectre de l'autisme, dans cet ensemble de pathologies, on s'est trouvé la catégorie de personnes qu'on appelle autistes ou personnes avec autisme de haut niveau. Ceux qui ont le syndrome d'Asperger. C'est là où on trouve des professeurs d'université, mais avec des comportements autistiques. Professeur, vous avez des institutions de prise en charge, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des écoles appropriées pour ces enfants-là? On devrait bien les créer. Je vous ai parlé de 2 institutions qui sont les miennes, mais il y en a encore qui sont en train d'être créées dans la ville. Il y en a qui existent, n'est-ce pas, qu'on doit encore créer dans la ville, et parce qu'à un certain moment, on confondait l'autisme avec la déficience intellectuelle, avec la surdité. Maintenant que les spécialistes sont formés, nous sommes en train de former, et j'ai à l'UPN des modules que je donne, n'est-ce pas, en psychologie, n'est-ce pas, à la faculté. On arrive quand même à faire un démarquage. Afin qu'on puisse obtenir à un moment donné comme ça des gens capables, des éducateurs qui pourront travailler dans ce domaine. Le problème qui reste dans notre pays, d'une part, c'est le soutien aux peu d'institutions qui existent. D'autre part, c'est la formation de professionnels, n'est-ce pas, ou renforcement des capacités de professionnels pour travailler dans les institutions qui existent et celles qui pourront aussi exister. Professeur Joachim Moukaou, vous êtes spécialiste en troubles de l'autisme. Pour finir cette émission, est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents qui ont des enfants autistes ou même à toutes les personnes qui peuvent un jour rencontrer un cas pareil? Oui, merci beaucoup. Les conseils que j'ai à donner d'abord aux parents, c'est d'être vigilants pour le développement de l'enfant.
n'est pas attendre, dire que l'enfant parlera, et parce que mon mari a parlé en retard, parce que moi je parlais en retard, que l'enfant parlera. Le moment où vous remarquez, n'est-ce pas, une distorsion, un dysfonctionnement dans le développement de l'enfant, rapidement, allez-y voir un spécialiste, un pédiatre qui pourra vous référer vers nous afin que nous puissions élaborer un bilan. Aux spécialistes, comment on appelle, aux professionnels eux-mêmes, le médecin, les infirmiers, lorsque vous recevez, parce que nous appelons les médecins, les infirmiers, les professionnels de première ligne, parce que c'est auprès d'eux que le parent se dirige dans un premier temps. Lorsque vous remarquez un enfant qui a un retard de développement au niveau du langage, au niveau du comportement, au niveau de l'interaction sociale, il ne faudra pas dire l'enfant parlera. Il faudra rapidement référer l'enfant vers un collègue qui pourra, n'est-ce pas, aider les parents. Parce que le problème n'est pas un problème du médecin, mais c'est aussi l'avantage, n'est-ce pas, de l'enfant. Merci, professeur Joachim Moukaou. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université pédagogique nationale et psychopathologue. Merci pour votre disponibilité. J'espère que la prochaine fois, vous auriez également le temps à nous accorder pour pouvoir parler de ces troubles neurologiques. Et voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après 1001 questions santé. Comment occuper un enfant autiste? Les jeux de société ont un grand avantage à être travaillés à la maison. D'une part, les enfants auront appris à jouer, à connaître les règles du jeu et pourront jouer avec d'autres enfants. Et d'autre part, les jeux de société apprennent le tour à tour, chacun son tour. Les jeux éducatifs pour jouer seul. Ces jeux nécessiteront tout de même un adulte pour guider et expliquer. Les jeux Go, d'une manière générale, ces jeux présentent beaucoup d'avantages, notamment si les jeux plaisent à l'enfant, cela peut lui permettre de travailler sur la concentration et la capacité à rester plus longtemps sur une même activité, de développer la perception socio-temporelle et de partager avec vous des instants de plaisir. À l'extérieur. Le bac à sable demeure l'outil utile par excellence pour occuper un enfant dehors. Il est possible d'avoir plein d'activités dans le sable, sachant que la préférence des enfants va souvent à faire à leurs parents des pâtés qu'ils écrasent consciencieusement. Mais d'autres activités dans le sable sont possibles. Transverser du sable d'un bac à un autre. Un peu de physique, montrer qu'en ajoutant de l'eau, le sable devient plus dur et peut faire un pâté. Des cerceaux. Faire le petit train avec le cerceau. L'enfant étant la locomotive et vous derrière, essayez de le faire passer dans des endroits un peu plus étroits, afin de compliquer la chose. Les mettre les uns à côté des autres et faire sauter l'enfant de l'un à l'autre. Cela aura en outre le mérite de les aider à travailler leur motricité. Bac à eau. Même utilisation que le bac à sable. Accessoirement, un peu de savon, une grosse éponge et on nettoie la voiture. Le trampoline. Le trampoline est très utile pour parfaire un manque de motricité, des défauts et des déséquilibres. Prendre un trampoline de taille suffisante pour pouvoir entrer dedans avec votre enfant et avec un filet de sécurité. C'est la fin de ce magazine consacré à l'autisme. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement sur B1 Télévision.